et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Koh Samui, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte, Jean Weber, et mes cultistes sont... Laurent Vachaud, va des rétro Kino. Philippe Sedbon, priez pour Kinopods Baby. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Rosemary's Baby, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour fêter cette fin d'année. Alors, on s'est trompé, on aurait dû faire Santa Claus et on a fait Satan Claus. On s'est rapproché du diable. Mais c'est quand même quelque part un film de Noël, un peu à la manière de Eyes Wide Shut, comme on va le voir. On est quand même, comme d'habitude, retombé sur nos pieds, mes amis, et je suis ravi de parler donc de chauffer l'histoire et de parler avec vous de ce film de Roman Polanski. Mais avant toute chose, comme d'habitude, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier la chaîne YouTube d'Abracadapod, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Alors, pressez la petite sonnerie pour être prévenu de chaque nouveau show, et un like et un subscribe. Merci. Et maintenant, pour l'heure, c'est au tour de Philippe, suppôt de Kino, de nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge, dans un ascenseur pour l'enfer, comme dans Angel Heart, entre deux étages. Guy et Rosemary, jeune couple new-yorkais, s'installent dans un vieil immeuble connu pour avoir abrité une secte d'adorateurs de Satan. Rosemary tombe bientôt enceinte. Elle est harcelée par des voisins très vieux et très pénibles, et sa grossesse est un calvaire. D'autant plus que Guy n'est sans doute pas le père. Bravo, ça c'est du pitchfork, comme on dit pour le diable, la fourche. Et maintenant, c'est au tour de Laurent de nous parler de la genèse d'un film qu'il connaît bien, et dont on a parlé dans le passé, mais cette fois-ci, il va y avoir une vidéo, donc, Toutes des sorcières. Alors, la jeunesse de Rosemary's Baby, en fait, ça vient de Robert Evans et de William Castle. William Castle, qui était un producteur, en fait, de films vraiment de série B, enfin, mais un très bon producteur de films de série B, qui avait acheté les droits du livre de Ira Levin, le livre de Rosemary's Baby. Et Paramount, qui avait un contrat avec William Castle, avait décidé donc de faire le film, mais William Castle voulait réaliser le film au départ, et ça, Robert Evans, il avait de l'estime pour William Castle, qu'il trouvait être un très bon réalisateur de films de série B, mais il voulait quand même monter un peu le niveau sur ce film-là, et il cherchait un autre réalisateur. Et il avait, alors ça, faut quand même voir que Bob Evans, c'était quand même un type qui voyait beaucoup de films étrangers, et il avait vu Répulsion, de Polanski. Un film de 65, avec Catherine Deneuve, qui jouait une sorte de manucure à Londres, qui devenait complètement folle et se mettait à tuer des mecs et restait enfermée avec les cadavres, où il y avait un appartement comme ça qui jouait un rôle très important. Et il avait dû voir que c'était un film qui pouvait ressembler un peu à Rosemary's Baby, dans le côté parano, claustro, tout ça. Donc il a contacté Polanski, qui à l'époque était un peu au creux de la vague, puisqu'il était aux États-Unis et il avait fait le film Le Bal des Vampires, qui avait des problèmes de distribution, puisqu'il était en conflit avec le producteur, qui avait complètement remonté le film. Il n'arrivait pas à faire démarrer d'autres projets, donc il était un petit peu en creux. Et en fait, il était en train de faire du ski dans le Vermont avec des amis à lui pour se détendre, quand tout d'un coup, il a reçu ce coup de téléphone de Robert Evans qui lui a demandé de venir à Los Angeles. Et en fait, Evans a eu une tactique. Il l'a pas contacté pour Rosemary's Baby, il l'a contacté pour lui faire un film sur un skieur. Parce qu'il savait que Polanski aimait le ski, et en plus, il était en train de faire du ski quand il l'a contacté. Et c'était un film qui s'appelait La Descente Infernale, qui a été fait plus tard par Michael Ritchie avec Robert Redford. Et il avait demandé à Polanski de travailler sur ce film, de lire le scénario et de savoir si ça l'intéressait. Donc l'autre a dit oui tout de suite, et il lui a dit tiens, en même temps, tu liras ça. Et il lui a filé les épreuves du roman Rosemary's Baby, qui n'était pas encore sorti, je crois. Et du coup, l'autre est rentré à l'hôtel, il a commencé à lire ça sur épreuve, et il a pas compris tout de suite pourquoi l'autre lui filait ça, parce qu'il voyait que c'était une sorte d'histoire à l'eau de rose, il se disait, et tout d'un coup, il a continué à lire, et il a lu toute la nuit, et quand le matin, il a dit, mais c'est vraiment très bien, donc j'ai envie de faire ça. Donc ils sont partis en fait, il a commencé à travailler sur La Descente Infernale,
Puis ça s'est très vite mal passé. Pourtant, il avait engagé un scénariste qui était le romancier James Salter. Et en fait, le projet lui a été retiré. Et il a continué juste sur Rosemary's Baby. Mais son idée, c'était faire les deux films à l'époque, quoi. C'est très Donc, intéressant. Et avant que Philippe ne nous parle de casting, j'ai une question, Laurent, à te poser. J'ai lu dans ma recherche, mais peut-être c'est une légende urbaine, que Hitchcock avait été considéré un moment, ou en tout cas, ils ont pensé à lui au début. Hitchcock avait. Alors, c'est vrai qu'Hitchcock avait, paraît-il, sûrement eu les épreuves aussi. C'est-à-dire qu'il avait commencé à s'intéresser là-dessus. Moi, on m'a même raconté que Stanley Kubrick aussi avait entendu parler de cette histoire et s'y était intéressé. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. C'est pas des gens qui ont voulu acheter les droits, mais disons qu'apparemment, l'histoire les avait intrigués. Et essayait Kubrick, moi j'ai entendu dire qu'il s'était intéressé au sujet, mais je l'ai entendu que d'une seule source, j'ai pas confirmé, mais ce serait pas étonnant, en tout cas. Oui, moi, on va parler des parallèles avec The Shining et Eyes Wide Shut dans un instant, mais laissons la parole à Méphisto Philippe. Oh, grand c'est bon, inspire-moi. Et parle-moi un peu du casting. I'm Rosemary Woodhouse. Mia Farrow. Aujourd'hui, on la connaît un peu pour ses démêlés avec Woody Allen, ce qui n'est pas la meilleure période de sa vie et de sa carrière. Mais à l'époque, elle avait 23 ans. C'est la fille de Maureen O'Sullivan, la Jane de Tarzan, Johnny Weissmuller. Et elle avait tourné une série, Peyton Place. Et son père est connu aussi, non? Oui, c'est John Farrow, le réalisateur. Et donc, elle avait tourné cette série, Peyton Place, qui est un mélodrame, un soap, qu'elle a tourné pendant quand même 263 épisodes. Avec aux côtés de Barry Lyndon, Ryan O'Neal, et qu'il a rendu célèbre quand même d'une certaine manière, mais rien ne prédisait qu'elle allait faire une carrière d'actrice au cinéma. Elle l'a faite, cette carrière, quand même, et démarré avec Rosemary's Baby, où elle est assez extraordinaire, il faut dire, ne serait-ce que par sa performance physique, parce qu'elle passe d'une jeune femme en pleine santé à l'espèce de cadavre ambulant quand elle est enceinte. C'est très impressionnant, parce qu'elle est blanche comme un linge, elle a fait cette coupe de cheveux très courte. Qui la rend inquiétante presque, on dirait un vampire. Et alors qu'en fait, elle est vampirisée de l'intérieur. C'est vrai, mais on va parler un petit peu, on va parler beaucoup de Mia aujourd'hui, mais Laurent, ce qui est intéressant, c'est que Polanski fait un peu la même démarche que Kubrick. Sur The Shining, où tout d'un coup Wendy Torrance était une espèce de cheerleader, une all-American girl comme on dit. Hi, this is Wendy Torrance at the Overlook Hotel. Et c'était un peu le cas de Rosemary dans le roman de Ira Levin, auquel Polanski est resté très fidèle. D'ailleurs, on le cite souvent, Stephen King le cite comme la meilleure adaptation au cinéma. Mais il voulait des Tuesday Weld, il voulait des Sharon Tate, peut-être même des Jane Fonda, tu vois, des Patty Duke. Non, c'est pas vrai. Il a jamais voulu Sharon Tate. C'est juste les gens du studio qui s'étaient demandé si finalement il fallait pas prendre Sharon Tate pour faire Rosemary parce qu'il était marié à Polanski. Ce que c'est que j'ai entendu parler de gens comme Goldie Hawn, et c'est un peu le voyage aussi de De Palma quand il fait Carrie, où Carrie est une jeune fille un peu ingrate, alors qu'il prend une fille beaucoup plus éthérée à la manière de Rosemary avec non, mais il faut surtout dire que Polanski à l'époque, il ne connaissait pas Mia Farrow, il savait pas qui c'était, donc il a pas pensé à elle parce que c'était pas une comédienne qu'il avait vue dans des films. Il avait vu Tuesday Weld dans des films. Il avait même pensé aussi à des filles comme Carol Baker qu'il avait adoré dans Baby Doll de Elia Kazan. Mais quand il a vu, en fait, puisque c'est Robert Evans qui a proposé Mia Farrow, et quand il l'a vu dans Peyton Place, il s'est dit, bon, on va lui faire. Il y a une autre dimension, le génie de Robert Evans, parce que comme tu dis, il a quand même vu à travers Répulsion que Polanski pourrait faire Rosemary. Mais surtout, il amène Mia Farrow au moment où donc elle est une grosse star grâce à ce show télé dont Philippe nous a parlé, mais en plus elle est un people avec Sinatra qu'elle vient d'épouser. Donc c'est quelqu'un dont on parle beaucoup, c'est une vraie star. Ce qui nous amène maintenant de nouveau à Philippe, qui va nous parler un peu d'un étrange personnage en face d'elle. I'm gonna go over there again tomorrow night and hear some more. You are? Yeah, he asked me. Here, do this damn thing for me, will you? John Cassavetes. Alors John Cassavetes était déjà un réalisateur à l'époque, il finançait lui-même ses films à 3 balles, qui sont malgré tout des chefs-d'œuvre, et de temps en temps il faisait des films pour les studios, pour gagner de l'argent et financer ses films. Donc il sortait de 12 salopards, où il était extraordinaire dans un rôle secondaire, mais quand même très important, et il avait été nommé à l'Oscar. Je ne crois pas qu'il l'ait obtenu par contre, je crois qu'il a été simplement nommé à l'Oscar, et ça l'avait fait monter dans la popularité par rapport au grand public, en tout cas, ce qui fait qu'il se retrouve en co-vedette. Et dans ce film, il est
Il a un rôle très bizarre et il le remplit très bien parce qu'il joue salopard depuis le premier plan. You really rouse my appetite. Pratiquement, c'est-à-dire c'est un acteur Mais ça, c'est raté, comme Nicholson aigri. dans The Shining, c'est-à-dire c'est un Oui, c'est ça. casting, tu sais, dès le début. Et Il est Laurent, c'est vrai que désagréable. Nicholson, ils ont pensé à Nicholson à un moment aussi pour le rôle ou pas? Moi, non, Polanski m'avait dit, moi, quand je l'avais interviewé, il m'avait dit en fait que Robert Evans lui avait dit que Nicholson avait passé le casting. Lui, visiblement, ne s'en souvenait pas. Ah bon? Il lui avait dit, il se rappelait, il paraît que Evans ne savait même pas comment s'appelait Nicholson. Il lui avait juste dit, try the guy with the smile. If you gotta go, go with a smile. Et en fait, bon, il l'avait pas retenu parce qu'il était inconnu à l'époque. Le Joker. Mais ce qu'on peut dire, c'est que en fait, dans le roman de Ira Levin, le personnage de Guy, c'est un peu comme Rosemary, c'est un peu une sorte de jeune américain bon teint, tu vois, pas du tout inquiétant, puisqu'au départ, il pensait à quelqu'un comme Robert Redford, un peu, tu vois. La semaine dernière, on a fait Barry Lyndon où Robert Redford a refusé le rôle, et là, cette fois-ci, c'est encore un film où que Robert Redford a refusé. Parce qu'il voulait pas jouer des personnages monstrueux. Redford, il paraît que c'est pas qu'il voulait pas le jouer, hein, parce qu'à l'époque, il avait pas fait Butch Cassidy encore, tu vois, il avait D'accord. moins d'opportunités. C'est qu'il Ouais. était en conflit avec Paramount sur un autre film, et il avait pas envie de refaire un film avec Paramount, en fait. Donc, il a tout de suite D'accord. écarté la proposition, mais c'est pas parce que le rôle ne l'intéressait pas. Ce qui aurait été marrant, où on peut voir, en fait, ce qu'aurait donné Rosemary's Baby si ça avait vraiment été le cast tel qu'il est décrit dans le roman, c'est que ça aurait fait le même couple que dans Pieds nus dans le parc. Vous voyez ce film avec Jane Fonda et Robert Redford? C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer en fait une version de Rosemary's Baby avec ce cast-là. C'est-à-dire que ça aurait été exactement la description des deux personnages telle qu'on la lit dans le livre. Génial. J'ai un petit quiz pour vous deux avant que Philippe ne reprenne le casting. Quel est le seul film où Robert Redford a joué un méchant? Qu'est-ce que Willy t'appelles un Boy. méchant? Willy Boy. Vous le Non, trouverez mais jamais. Enfoiré, quand même. Un Il joue truc un de bel enfoiré. Avengers, un Avengers, non? C'est ça, Captain America Winter Ça, Soldier. Bravo. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, mais quand il était plus jeune, il refusait systématiquement de jouer même les mecs qui pouvaient avoir un comportement un peu comme Lino Ventura. Il pouvait jouer Dortmunder dans les cartes Malfrat et tout ça parce que c'est des voleurs sympathiques, tu vois, mais il allait jamais jouer un vrai tueur ou un vrai mec de la mafia ou de toute façon déjà Mais c'était pas j'ai trouvé, Philippe, tu vas peut-être qui cabotinait énormément, mais que ça allait très très bien au rôle parce qu'en fait, il est insupportable comme un acteur. Certains acteurs sont comme ça, complètement égocentriques. Et avant qu'on découvre qu'il est le vrai méchant du film, un type, parce que c'est très moderne aussi, le côté gaslighting, comme on dit. Tu sais, c'est tous ces gens qui mentent à cette femme petit à petit, tu sais, ça c'est d'une puissance énorme. Et on va retrouver ces thèmes à travers l'horreur et la science-fiction. Ça m'a fait penser beaucoup aussi à l'invasion des profanateurs, tu sais. Et on n'a pas encore parlé des cultistes, mais peut-être que c'est le moment, Philippe. Mais non, et c'est pas seulement c'est pas qu'il en fait des tonnes, c'est qu'il est en roue libre, quoi. C'est-à-dire, dès que tu le vois apparaître, qu'il visite l'appartement, il fait des apartés, il fait des petites grimaces, des clins d'œil, des machins, Ouais, il puis fout de la il gueule fout des du mains aux portier. fesses à Rosemary, enfin, il tire la chasse, enfin, ça a l'air d'être un mec quand même assez vulgose. No marijuana? Il faut peut-être dire un truc, c'est que Polanski et Cassavetes sont pas du tout entendus pendant le C'est ça dont je voulais tournage. que tu parles. Parce Merci. ils avaient parce qu'il faut dire quand même que Polanski est pas du tout dans le genre Stanislavski, tu vois, la méthode et tout ça. Il trouve que c'est des conneries. Il te dit en gros, la motivation de l'acteur, c'est son salaire un peu, tu vois quoi. Enfin, c'est de manière un peu cynique. Ce que disent des gens comme Brando ou des gens comme ça Et- après, quoi. Et il te disait, il m'ennuyait parce qu'il voulait jouer avec ses tennis, ses chaussures de tennis. Et dès qu'il avait pas ses chaussures de tennis, il pouvait pas jouer, quoi, tu vois. Enfin, alors, je sais pas si c'est vrai parce qu'on n'a pas la version de l'autre. Hein, Ah mais non, tout en cas, fait, c'est- Laurent, c'était ses chaussures de Tanis. Tu t'es trompé. c'est ça. Il paraît qu'il s'entendait très très bien pendant la préparation, enfin en tout cas le casting, d'abord parce qu'il l'a choisi, parce qu'il l'estimait comme comédien et qu'apparemment il s'entendait bien avant. Et ils ont commencé à se friter. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que Cassavetes c'était aussi un jeune réalisateur à l'époque qui faisait des films un peu fauchés, hein, et qui a peut-être été jaloux de voir un jeune metteur en scène venant d'Europe disposer de grands moyens. Il y a peut-être eu un conflit comme ça de méthode c'est entre possible, les deux, hein, c'est possible. Mais Très en tout cas, intéressant. ça s'est très
très mal passé. Moi, je reste convaincu quand même que même si je trouve que je me suis habitué à Cassavetes, hein, mais je trouve un peu que c'est un peu mon problème avec Nicholson aussi dans Shining, mais moins quand même. Mais c'est qu'il a un peu marqué en gros méchant. Enfin, quand il devient après complice des voisins, t'es moins surpris que si ça avait été un Ralph Oui, Fiennes. mais ça, c'est Bon, l'évidence, tu et vois, c'est un petit peu ce que je pensais aussi. Mais finalement, j'ai appris à adorer en fait ce type Oui, dont oui, on oui. attend le moment où il va trahir tout le monde. C'est comme quand on attend que Bronson se mette à défourailler dans le métro avec Death Wish, Ouais. c'est-à-dire qu'on sait que ça arrive, quoi. Quand tu vois Fury de Brian De Palma, où il joue vraiment un horrible bonhomme qui est quasiment une sorte de mec satanique aussi, il paraît que c'est après Rosemary's Baby que les réalisateurs l'ont souvent Ouais. employé pour jouer des méchants, quoi. Donc j'ai remarqué aussi, pour en finir avec John, que pendant 2 scènes, enfin en tout cas 2 fois, il fait des imitations. Je sais pas si vous avez remarqué. Une fois, il imite Elisha Cook Jr. Originally, the back part of a 10. It has the original dining room for its living room. That's the back part of the original 10 with a dining room. And there's a closet over here, and then there's a closet over here. Il imite le mec qui leur a fait visiter l'appartement un peu plus tard dans le film. C'est Et il drôle, imite Ruth Gordon de manière extraordinaire. Oh, perfect timing. Come on in. Oh, she just wanted us to try it. Saying it's one of her specialities. c'est Il formidable. imite un accent génial comme ça, il le fait très très bien. Et donc voilà, il est en roue libre, c'est-à-dire il avait envie de faire des imitations, il les a faites, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit dans le scénario. Mais par contre, ça participe de cette espèce d'image de salopard, euh, comment dire, sans conscience, sans empathie et tout ça, qui fait au bout du compte un vrai personnage. Parce que c'est Oui, puis rare ce de qui est voir un drôle aussi, c'est enfoiré qu'il comme ça. il est d'une très grande lâcheté. Et à part deux Oui. mamans, t'as vu, il ne veut pas toucher le ventre de Rosemary parce qu'il sait qu'il y a le bébé du diable dedans. T'as vu, il a une espèce de pleutre. Oh, yeah, well, Don't be scared, it won't bite. oh, it's wonderful. It's really... Et à la fin, quand elle attrape un couteau, il se rassied immédiatement. T'as vu? Il bronche plus. C'est un horrible personnage de A à Z. We're getting so much in return, Ron. Il y a un truc dont j'ai entendu parler aussi à l'occasion de ma recherche, c'est de sketchs qu'aurait fait Polanski des personnages, et notamment des cast V à la manière d'un Tim Burton ou d'un Ridley Scott. Roman travaille plus comme Fellini, c'est-à-dire il aime qu'un personnage ressemble à un dessin, presque à un dessin humoristique, ou par exemple à un animal, ou à... Moi, j'ai fait des dessins. Ah, c'est ça, il fait des dessins. Je trouve qu'il est beaucoup plus proche de Fellini dans ce sens-là, oui. Ou d'un Terry Gilliam, Oui, il mais- aurait fait des sketchs. Tu les as vus, ça? Ouais, ça, il me les a montrés, hein. Mais alors, moi, ce qu'il m'a montré, c'est pas les dessins qu'il avait fait à l'époque, parce qu'il m'avait dit qu'il les avait dessinés, mais il m'a dit qu'il s'était entraîné récemment à les refaire pour voir s'il avait toujours la main, parce que moi, je l'ai interviewé il y a pas longtemps, hein, il y a 1 an ou 2, je me souviens plus, je crois, oui, il y a 2 ans, et non, il y a 1 an et demi, et il m'avait montré qu'il avait essayé de mémoire de les redessiner. Et il l'avait fait avec la boucle d'oreille de Roman Castevet, tu vois. Enfin, il l'avait refait de mémoire et c'était vraiment pas mal. Mais disons qu'il avait l'habitude de faire ça, et parce qu'il n'avait pas une grande connaissance des comédiens américains, donc il avait donné au directeur de casting ses croquis. Et c'est à partir de ça que le directeur de casting lui C'est avait assez proposé. moderne, ça, parce qu'on voit beaucoup de metteurs en scène qui procèdent là, comme ça, mais à l'époque, c'était pas complètement le cas. Venez au diable. Venez, prince. J'ai une dernière question pour toi, Laurent, avant qu'on reprenne le casting. C'est la satanique panique, c'est le début de Manson. Et tu vois, tu as une espèce de passion, et moi aussi, pour les films sur le diable. Est-ce que tu as été au catéchisme du diable quand tu étais petit, comme moi? Non, moi j'ai été élevé dans la religion catholique en étant même un enfant de cœur, tu vois. Donc ça a été quand même quelque chose que moi aujourd'hui je pense, enfin, comme on dit, je suis quoi, agnostique, tu vois. J'aime croire. Oui, tu es prie en soit cas de athée, danger, soit comme on dit, agnostique. hein. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment enfin, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, mais je crois pas vraiment à ce qu'on t'enseigne au catéchisme. Mais oui, j'ai été quand même élevé vachement là-dedans, donc je pense que ça a dû jouer sur l'impact que ces films-là ont dû produire sur moi quand j'étais plus jeune, hein. Et quand tu disais que Friedkin n'avait pas peur de l'exorcisme parce qu'il croyait pas au diable, est-ce que Polanski croyait au diable? Non, Polanski est lui athée, c'est-à-dire il est même pas agnostique, il est complètement athée. Ouais. quoi. Ouais. Avez-vous remarqué une chose intéressante, c'est que Roman Castevet, c'est le prénom de Roman Polanski et ça ressemble à Cassavetes. C'est incroyable, Ouais, ça. Ouais. C'est étonnant, hein? Ouais, mais C'était dans le bouquin. moi, je lui avais fait remarquer ce genre de truc, et puis même des coïncidences entre sa vie et certains de ses films.
puisqu'il a souvent mis en scène des choses qui lui sont un peu arrivées après, quoi, tu vois, que ce soit l'espèce de secte satanique qui s'en prend à sa femme, tu vois, comme dans ce qui lui est arrivé après avec Sharon Tate. As your attorney, I strongly advise you not to travel to any country that recognizes the jurisdiction of the International Criminal Court. Quand il met en scène The Ghostwriter, un type qui est assiégé par des manifestants qui l'accusent d'être un criminel autour de sa maison. Mais lui, il te dit, non, mais il te dit, c'est les coïncidences, il y croit pas, tu vois, il te dit que comme il a vécu très longtemps, c'est normal qu'il lui soit arrivé plein de choses. Moi, je crois quand même que c'est assez curieux parce que c'est un phénomène que pas seulement lui a vécu, hein. Il y a beaucoup de romanciers qui ont vécu des choses comme ça. Il y a même un type qui a écrit un livre entier là-dessus qui est assez marrant, qui s'appelle Demain est écrit. Et il passe en revue beaucoup de romanciers, hein. Je crois que ça va de Dostoïevski à des romanciers beaucoup plus grand public, qui ont souvent écrit des choses qui, des années, mais jusqu'à 19 ans après, leur sont arrivées, mais quasiment à la ligne près, quoi. C'est-à-dire, tu vois, rencontrer leur femme dans tel restaurant, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça. Et lui, on te dit que, tu vois, les artistes sont peut-être un peu comme des médiums qui percevraient des vibrations du futur comme d'autres se servent du passé, tu vois. Bon, tu peux délirer autour de ça, mais on peut voir l'artiste comme une sorte de voyant, hein, et quelque part, Kubrick, tu peux le voir aussi ça dans pas mal de ses films. Bon, ça reste complètement folklorique, mais c'est vrai que Rosemary's Baby a un côté comme ça, parce que il y a beaucoup de gens qui sont morts de manière violente ou qui ont eu des problèmes avec la justice après dans ce film-là, tu vois. Mais c'est peut-être une coïncidence aussi, quoi. Ouais, comme Poltergeist ou tous ces films maudits de l'histoire du cinéma, on peut se poser des questions, effectivement. Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu de Ruth Gordon? Carpet. Oh dear. Brand new carpet. This man's so clumsy. Bien sûr, Ruth Gordon, qui a 70 ans au moment du tournage, qui a été actrice, mais qui était aussi surtout scénariste de comédie avec son mari Garson Kanin. Ouais. Ils ont fait plusieurs films avec George Cukor, et c'était un couple très mondain, très Hollywood, très sur le coup. Et quand tu la retrouves âgée dans le rôle de Minnie, elle est dans son élément à 100%, c'est-à-dire tu la vois pénible, collante, langue de vipère. Will you pay for a chair like that? I'm not sure, really. I think about $200. Envahissante complètement, etc. Et c'est un rôle qui lui colle à la peau. D'ailleurs, elle l'a repris dans la suite, Whatever Happened to Rosemary's Baby, où elle reprend le rôle de Minnie. C'est un film épouvantable. Je sais pas si tu l'as vu, mais moi je l'ai très vu. Mauvais. C'est épouvantable. Oui, je l'ai vu. Et il est réalisé par Sam Austin, qui est le monteur de Rosemary's Baby. Waouh. C'est étonnant, hein. Mais c'était un téléfilm, non? C'est pas sorti au cinéma. Téléfilm. Sam Austin, faut dire qu'il a écrit un très très bon livre, hein, sur le métier de monteur qui s'appelle Cut to the Chase, où il parle de ces deux films de ces films avec Polanski, puisqu'il en a fait 3, je crois, Rosemary's Baby, Chinatown et Frantic, je crois. C'est vraiment pas mal, hein, parce qu'il montre quand même aussi, parce qu'il a visiblement apporté beaucoup de choses, hein, au montage de ces films-là, quoi. Mais ce casting d'acteurs de l'âge d'or d'Hollywood est extraordinaire, Philippe. Tu as vu comme il mélange tout d'un coup des Cassavetes, des Mia Farrow, avec Sidney Blackmer. Why don't you help us out, Rosemary? Be a real mother to Adrian. You don't have to join if you don't want to. Just be a mother to your baby. Qui ne jouait pas dans des films d'horreur en plus. C'est un type qui était beau, qui avait une séduction. Et tout d'un coup, Ralph Bellamy, extraordinaire aussi, acteur qui. Dans le rôle du gynécologue. Du gynécologue. Voilà, qui a un extraordinaire. Docteur Sapirstein. Entirely natural expansion of the pelvis. You can fight it with ordinary aspirin. Il est fantastique. Il te dit qu'en fait, il connaissait pas tous ces acteurs, hein. Il voulait juste que ce soit des gens qui soient incarnés par des acteurs du vieil Hollywood. Mais bon, est-ce que tu connais le nom du directeur ou de la directrice de casting à ce moment-là? Parce que ça, c'est un travail extraordinaire d'être allé chercher ces gens-là. Non, mais quand il t'en parlait, il te disait qu'il avait vraiment travaillé avec des gens formidables, hein. Il mettait vraiment en avant l'équipe qu'il avait sur Rosemary's Baby, surtout le chef décorateur Richard Silbert, hein, qui avait qui a trouvé ce fameux immeuble, hein, de New York là, qui s'appelle le Dakota, qui joue le Bramford, hein, parce que dans le film, cet immeuble s'appelle le Bramford, puisque c'est qui est une espèce de précurseur de l'Overlook.
Laurent, je me rappelle de ce que tu avais dit sur la façon dont Kubrick utilisait les espaces, l'overlook, le vaisseau spatial. Et j'ai ressenti ça très fortement dans le Dakota Building qui a été créé en 1880. Et vous savez qui a séjourné bon, bien sûr, notoirement, John Lennon est mort devant le Dakota Building, qui fait un peu écho à la mort de Terry au début du film. Dans le Dakota Building, il y a eu Lauren Bacall, Leonard Bernstein, une autre Rosemary du nom de Clooney, la tante, je crois, une chanteuse de country, la tante de George, José Ferrer, Roberta Flack, Judy Garland, Boris Karloff, Jack Palance, Paul Simon et Jason Robard. Philippe, imagine d'être le voisin de Jack Palance, demander du sucre. Et de Boris Karloff. Et de Boris Karloff. Alors, il faut peut-être dire que je pense que ce film a beaucoup fait sur la réputation de l'immeuble après, qu'il y a beaucoup de gens bizarrement qui ont voulu peut-être habiter là à cause de ça, tu vois, surtout des rockstars ou des gens comme ça, tu vois, comme il y avait des gens bizarrement qui avaient voulu, des rockers qui avaient voulu habiter dans la maison de Cielo Drive où Sharon Tate avait été tuée, tu vois, ce qui est quand même un truc un peu malsain, mais il y a des gens qui aiment ça. Oh, it's a wonderful apartment. I love it. See what she's trying to do? She's trying to get you to lower the rents. Yes. Well, we'd raise it if we were allowed. C'est quand même un truc de milliardaire. Enfin, c'est des gens très riches qui habitent maintenant dans le Dakota, tu vois. Et Rosemary et Guy, au début du film, ils sont plutôt décrits comme des gens un peu fauchés, tu vois. Intéressant. Un acteur sans emploi, enfin, ou du moins qui cherche des petits jobs, et elle est femme au foyer, enfin, tu la vois pas travailler. Donc, tu te dis comment ils peuvent avoir les moyens enfin, sauf s'ils ont une famille très fortunée, comment ils peuvent avoir les moyens de se loger dans un truc comme ça. It's bigger than the other one. Yeah, it's more expensive too, you know? Et de faire les travaux. Et de faire d'importants travaux. Et il m'avait répondu, et ça j'y crois quand même un peu moyen, qu'à l'époque, c'était pas du tout un immeuble fréquenté par des gens très riches. Enfin, ça donne quand même sur Central Park. C'est Central Park West. Je pense qu'il y avait quand même Elia Kazan qui habitait dans l'immeuble en face. Je veux pas croire que ça puisse être un HLM à l'époque. Tu vois, ça devait quand même être déjà quelque chose de très coté. C'est comme Cruise et Kidman au début d'Eyes Wide Shut, même si c'est quand même un médecin généraliste, ils habitent le San Remo, tu vois, qui est l'immeuble à côté du Dakota, qui est juste à côté, et qui est une sorte d'immeuble où habitait Steve Jobs ou Spielberg, tu vois, ou des gens comme ça. Un médecin généraliste qui habite là-dedans, c'est complètement irréaliste, tu vois. Mais complètement. Voilà. Mais Laurent, j'ai été encore plus frappé cette fois-ci, parce que j'avais pas vu les deux consécutivement comme je l'ai fait, par les parallèles entre Eyes Wide Shut et Rosemary's Baby. C'est extraordinaire, ce couple, c'est cultiste. Il y a même un japonais comme dans la maison, comme chez le vieux qui loue les costumes, c'est le russe. Non, mais Kubrick, il adorait le film. Polanski t'explique qu'il avait eu beaucoup de conversations avec Kubrick. Il se rappelle plus bien aujourd'hui, parce qu'il est quand même plus âgé, mais il se rappelait que Kubrick adorait le film. C'est pas du tout, moi je pense vraiment que c'est un film qui l'a influencé, en tout cas. Et ce qui est rigolo, c'est que Polanski, on lui avait proposé Shining aussi, tu vois. C'est faux. Musique sublime de Christophe Komeda, cette espèce de lullaby, cette berceuse qui est chantée par Mia Farrow et qui donne une identité musicale extraordinaire au film. Oui, non, moi je pense que ça fait beaucoup pour l'atmosphère de ce film, cette mélodie. Alors il y a plein d'autres musiques dans le film, musique dissonante comme ça, c'est pas du tout une musique hollywoodienne. Et il a fait d'autres trucs, Rosemary's Baby, Komeda ? Ah bah oui, il a fait tous les films de Polanski d'avant, si tu veux, et des films polonais. La musique, moi je pense que ça joue une grande partie, ça provoque quand même un effet de cette comptine comme ça qui hante. Ouais, avec de temps en temps des coups de violon à la Bernard Herrmann où on sent qu'il y a une filiation avec Psychose qui est merveilleuse. Mais moi j'ai une question à te poser, Laurent, parce qu'il y a un truc qu'on appelle aujourd'hui le elevated horror, qui est cette espèce de ces films d'horreur qui sont faits soit par Néon ou A24 et qui sont un peu plus luxueux avec des acteurs et une belle lumière. Est-ce que c'est Polanski qui invente ça avec son film, un peu d'une certaine manière, parce qu'il fait comme Kubrick, c'est-à-dire il change, il part de la série B pour aller vers la série A.
tu vois. Ouais. Non, mais il faut quand même bien dire que Rosemary's Baby ne comporte absolument rien d'horrifique. C'est-à-dire qu'à part le cauchemar, qui est un rêve, enfin, donc tu peux te dire, il le met en scène de manière un peu stylisée, comme ça, avec des objectifs déformants et tout. Mais si tu regardes le film, lui, il a vraiment fait le film pour qu'on puisse croire que tout ça est dans la tête de Rosemary. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ouvertement horrifique, parce que le livre décrit vraiment qu'elle voit le bébé à la fin avec les pieds crochus et tout ça. Hein, si tu vois. Donc il a complètement enlevé ça. Alors que heureusement qu'il a choisi de ne pas le montrer, effectivement. Il est très fidèle au livre. On dit même que c'est peut-être l'adaptation la plus fidèle jamais faite à un livre, sauf sur la fin, sauf quand il montre le romancier montrer le bébé. Lui, vous avez tous les deux vu Appartement 7A. Philippe, tu l'as vu? Ouais. C'est aussi bien que La Première Malédiction ou c'est un peu moins bien? Non, c'est un bon téléfilm, mais c'est, je sais pas comment te dire, c'est inutile. C'est-à-dire, c'est une espèce de, tu sais, c'est comme une excroissance sur Rosemary's Baby qui se passe quelques semaines ou quelques jours avant le film et qui raconte l'histoire de la fille qui s'est défenestrée. My name is Terry Gianofrio. Nice to meet you. I'm Rosemary Woodhouse. Mais l'actrice est très bonne, Julie Garner, je crois, elle s'appelle Julia Garner, très bonne. C'est bien fait, c'est intéressant en soi, mais après tu te dis, mais voilà, pourquoi? Moi, après avoir vu une photo de Ruth Gordon et de Sidney Blackmer en 1930, ce que je voudrais voir, c'est leur début dans le satanisme. Ça m'intéresse beaucoup plus, tu vois, d'avoir ce jeune couple. C'est ce jeune couple dans les années 40, tout d'un coup, qui s'initie au satanisme. Parce que là, c'est une sorte de prequel qui est une sorte de faux remake, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passerait si une fille célibataire, par exemple, avait été... Mais c'est un peu la même histoire, quoi, tu vois, c'est ça qui est pas très intéressant. Et donc, du coup, oui, t'as un plaisir de spectateur, tu vois, de revoir... Parce qu'en plus, ils ont pas tourné du tout, je crois. Enfin, tout est en numérique, hein. Ils ont pas tourné du tout au Dakota. Je crois que tout a été tourné à Londres, en fait. Alors, et Philippe, il y a une merveilleuse parodie de Mad Magazine dont tu as publié un extrait sur Facebook qui s'appelle Rosemaria Boubou. Non, Rosemia's Boubou. Et l'erreur qu'ils font dans le remake, enfin dans de la suite là, c'est qu'ils montrent des choses très très fantastiques. Enfin, ils jouent pas du tout sur le même niveau que Rosemary's Baby, parce que Rosemary's Baby, je pense que si par exemple Polanski l'avait pas fait, hein, de toute façon c'est sûrement un film qui aurait été mis en chantier par Paramount. Il y aurait probablement un metteur en scène peut-être style Gilly Thompson, tu vois, ou un mec comme ça qui aurait peut-être fait le film, et ça aurait été un film complètement lambda, tu vois, qui serait peut-être passé à l'oubli, tu vois, qu'on n'aurait pas retenu. Ce qui fait vraiment la singularité du film, c'est ce traitement-là, c'est-à-dire c'est le fait que tout est vu par les yeux du personnage de Rosemary, que rien d'ouvertement horrifique est montré, donc on peut croire qu'elle c'est une parano qui commence à monter. They're all in it together. C'est ce sens de la claustrophobie, hein, ce truc où on est tout le temps dans ce décor comme ça qui finit par devenir extrêmement inquiétant. Donc c'est, et puis t'as ce début, hein, moi j'aimerais qu'on parle du début du film, tu vois, où quand t'entends la comptine, hein, puisque c'est ce qu'on entend au tout début du film. Tu vois cette espèce de panoramique, hein, qui est fait sur le toit de l'immeuble d'à côté, là, qui dévoile en fait Central Park jusqu'au Bramford, hein, puisqu'on finit on voit carrément les silhouettes de Guy et Rosemary qui rentrent dans le Bramford. Ouais. En fait, c'est une ouverture extrêmement classique, tu vois, c'est-à-dire que tu peux te dire, il y a 50 films qui commencent comme ça, c'est pour situer... Attends, Laurent, avant que tu continues, tu as quand même une comptine enfantine avec des lettrages roses. On commence dans Barbie, t'as vu quand même? Oui, mais c'est ce qu'il voulait parce que c'est ce qu'il avait ressenti quand il lisait le livre. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que c'était une histoire à l'eau de rose, quoi, à la Doris Day. Tu vois, il a l'impression de voir un film à la Doris Day. Donc, il voulait que ça reproduise, qu'on puisse croire que c'était une sorte de comédie, une comédie romantique. Tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, lui, il avait été très influencé, il disait, par un film de Billy Wilder qui s'appelle Le Poison, The Lost Weekend. Et qui commençait par exactement ce genre de panoramique comme ça sur une ville pour finir sur la fenêtre de l'appartement, un peu comme Psychose, tu sais, quoi, aussi, tu vois, le début de Psychose. Ce fameux plan que Hitchcock n'a pas pu faire, effectivement. Voilà. Et donc c'est un début extrêmement classique. Et alors ce qui est drôle après, c'est qu'une fois que tu as vu tout le film, et qu'il y a cette fameuse dernière scène où finalement, après avoir été horrifiée par le bébé, elle se penche sur le berceau pour chanter à nouveau la comptine, et on entend à nouveau la comptine. En fait, tu as le mouvement inverse après, c'est-à-dire que on repart du Bramford.
et tu vois ce mouvement qui s'écarte du Bramford pour revenir vers la rue et tout ça, et du coup, bah, tu vois le début d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que tu te dis, bah, finalement, derrière toutes ces façades d'immeubles, derrière toutes ces fenêtres, et s'il y avait des histoires aussi folles que ce qu'on vient de voir, tu vois, quoi, ça prend une autre signification. Ce qui est étonnant, c'est que la carrière de Ruth Gordon est relancée par ce film. T'as vu, elle fait Every Which Way But Loose avec Clint Eastwood. Bon, Harold et Maude qui est sublime, mais elle fait même un Columbo. Donc elle aura une carrière énorme après. Et là, dans ce film, elle est extraordinaire. Elle m'a rappelé, tu disais Whatever Happened to Rosemary, mais c'est Whatever Happened to Baby Jane, avec ce maquillage qu'elle a sur la tronche. Elle a l'air sortie d'un film de John Waters. Elle est incroyable, la modernité avec ses fisheyes quand ils s'encadrent dans l'œilleton de ses appartements. Is anyone there? Ces gens sont des cartoons vivants, mais des cartoons maléfiques. Tu as vu à la fin, quand on se rend compte qu'ils ont accès à l'appartement de Rosemary et qu'ils passent en arrière-plan sur la pointe des pieds, on n'est pas loin du coyote de Bip Bip, tu vois, c'est très drôle. Mais ce qui est très fort dans ce que fait Ruth Gordon, si tu veux, c'est qu'elle ne cède jamais. C'est-à-dire qu'elle joue toujours son rôle comme une espèce de pitre, de clown, d'espèce de vieille folle pénible, envahissante et tout ça, mais il n'y a pas un moment où elle prend l'œil noir, où elle devient autre chose, une méchante sorcière. Pas une fois. He's an actor. I knew it. I said it to Roman yesterday. He's so good looking. What movies was he in? Donc elle reste toujours elle-même, et c'est ça qui fait encore plus peur finalement. C'est-à-dire que les gentilles petites vieilles qui font des tisanes et des machins, ça peut être des monstres aussi, quoi. Ça, c'est fantastique, mais on avait justement ces gens, comme dans L'Invasion des profanateurs, on avait tout d'un coup ta femme ou ta grand-mère qui était transformée. Et là, c'est vrai que c'est quand même rare de montrer des satanistes qui sont des vieilles personnes. C'est très étonnant quand ils sont tous en train de dire Hail Satan et qui les a mis nus en plus. C'est quand même incroyable comme vision, ça. Et celle qui tricote, qui est incroyable, qui est apparemment une idiote. Lara Louise is this guy's wife, Rosemary. Hello, Rosemary, and welcome to the brand. Lara Louise just met Guy. She wanted to meet you too. Could we come in? Qui est toujours à se faire engueuler par Sidney Blackmer et tout ça. Il y a des seconds rôles vraiment marrants. Hein. Et c'est extrêmement moderne comme film. J'ai été frappé par ce casting, justement, qui mélange plusieurs générations d'acteurs. Il y a des metteurs en scène qui auraient sûrement pris des gens beaucoup plus inquiétants pour jouer les voisins, tu vois, enfin des vieux plus inquiétants. Là, on se croirait presque dans une comédie par moment, tu vois. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a sur le plan quand même de la mise en scène, c'est quand même assez éblouissant parce que tu as l'utilisation des couleurs. C'est-à-dire que dès que tu vois cette fameuse scène où ils vont dîner chez les Castevets la première fois, tu vois la manière dont une certaine couleur est associée à Roman Castevet, le rouge, tu vois, enfin quand il est dans le fauteuil, un peu dans l'ombre, avec cette fameuse couleur rouge, tu vois que la couleur rouge ne se trouve ailleurs, nulle part ailleurs que là. Il y a un truc quand même que Kubrick après a repris pour Shining, par exemple, tu vois, quoi. Et lui, il arrive à le maîtriser de manière assez incroyable aussi. Absolument. Ça, c'est peut-être aussi Richard Silber, comme tu disais, il est entouré de très très grands artistes. Puis la façon de filmer, tu vois, de manière des fois un peu décadrée, c'est-à-dire quand tu vois Ruth Gordon qui est assise sur le lit de Rosemary et qui téléphone, en fait elle est complètement cachée par une partie de la porte et il paraît qu'en fait le chef-op au départ avait vraiment préparé le plan normalement, c'est-à-dire qu'elle était cadrée, on la voyait en entier au milieu du lit, tu vois, et c'est Polanski qui est arrivé après et qui a complètement caché une partie de l'actrice. Et le chef-op comprenait pas. Il disait, mais attends, on voit rien. Et il me dit, mais c'est mieux. Et il paraît que quand les gens regardaient le film, quand le film est sorti, il paraît que les spectateurs faisaient tous comme ça, tu vois, comme s'ils essayaient de la voir mieux, quoi. Tu vois. Je ne supporte pas quand la situation où j'ai bien défini le cadre, on me place la caméra, je regarde dans le trou, je vois une autre chose. Donc ça montrait à quel point ils étaient rentrés dans le film. Donc ça, c'était quand même des touches qui sont purement des touches de mise en scène. Oui, c'est mieux, il n'y a pas de doute. Bon, oui, c'est mieux. Je cherche à trouver l'emplacement de la caméra et avec mon viseur, je cherche le cadre. Et je trouve un point qui est le point duquel ça devrait être photographié. Sinon, mis en scène de manière lambda, ça aurait été pas du tout pareil. Donc il y a absolument. Mais on parle beaucoup de Kubrick, mais moi ça m'a fait penser à du David Lynch aussi par moment, que ce soit cette scène surréaliste de rêve merveilleuse, onirique, mais aussi quand tu parlais de Elisha Cook Jr. qui leur fait visiter l'appartement au début, c'est une espèce d'acteur à la Jack Nance, c'est-à-dire que t'as un mec qui est un peu excentrique face à des gens entre guillemets un peu normaux, et on retrouve ce que fait Kubrick ou ce que font Lynch en mettant des gens très harbis comme Denis
Dennis Hopper face à Kyle MacLachlan. Ouais, mais dans la manière, je te dis, là, quand on parle purement de mise en scène, hein, parce que moi, je trouve quand même que c'est un film de metteur en scène, avant tout, si tu veux, la façon, si tu veux, comment il fait naître l'inquiétude avec rien, si tu veux, c'est que tu vois au début, quand ils visitent l'appartement, quand Elisha Cook leur fait visiter l'appartement, hein, c'est-à-dire c'est des grands plans comme ça, en plan séquence, où on passe d'une pièce à l'autre, qui n'était pas fait à l'époque avec des Steadicam, hein, c'était quand même des grosses caméras. Donc c'était pour ça que le studio était indispensable. Comment c'est fait ces plans où on est derrière elle à la fin comme dans un jeu vidéo et qu'on entre en plan séquence chez les cultistes? C'est fait avec une Panaglide comme Halloween? Oui, non, c'était une sorte de caméra portée, oui, qu'il avait. Ouais. C'est pas que Panaglide, mais c'était vraiment une caméra portée. C'est les ancêtres de la Steadicam en tous les cas, ouais. Et donc, je te dis, juste au début, pour montrer là, quand il filme l'appartement, hein, pour la première fois, t'as quand même tout d'un coup cette scène formidable, si tu veux, où ils s'aperçoivent qu'il y a un meuble qui a été foutu devant ce placard, tu vois, cette porte de placard. There's a closet behind that secretary. She moved it. It used to be there. Et tu vois les traces du meuble qui a été déplacé par terre, tu vois. Et ils se disent, mais pourquoi elle avait mis, la précédente propriétaire, pourquoi elle avait mis cet énorme buffet devant son placard? Alors ils disent, ouais, elle avait perdu un peu la tête, elle était vieille, tu vois. Donc tu les vois tout d'un coup commencer à déplacer l'espèce d'énorme meuble, tu vois, pour accéder à la porte du placard et l'ouvrir. Et on voit que dans le placard, il y a un aspirateur, tu vois. Enfin, il n'y a rien de spécial. Ouais. Mais tu as tout de suite l'idée que cette porte a quelque chose de bizarre et que un seuil de porte est quelque chose d'inquiétant. C'est-à-dire que si elle avait foutu ça devant, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Donc ça te reste dans la tête quand même, inconsciemment même. Hein. Et après, il ne va faire que ça, c'est-à-dire filmer des seuils de porte, tu vois, enfin le plan dont je parlais tout à l'heure, hein, où toi tu es loin t'es pas dans la pièce, tu vois la pièce de très loin, tu ne filmes que le seuil avec des gens qui bougent à l'intérieur de cette pièce, mais donc on ne voit pas en entier. Donc ça crée, et surtout quand elle est dans la cuisine, elle en train de faire la vaisselle avec Ruth Gordon après le dîner chez les Castevets, et pendant ce temps, cette fameuse scène où qui n'est pas montrée, où tu as le pacte satanique, en fait. C'est-à-dire cette scène où Roman Castevet propose à Guy... Alors justement, Laurent, à quel moment Guy a fait le pacte? La corruption, elle est en fait dans ce plan dont je suis en train de parler. C'est-à-dire où elle est dans la cuisine, elle se tourne à un moment... Et on voit la fumée quand ils fument tous les deux, c'est ça? Juste de la fumée qui s'échappe comme ça, et t'entends rien. Et tout d'un coup... T'as le reverse shot un peu plus tard, et tu vois que l'autre est en train de parler avec Castevet, mais ils sont silencieux tous les deux, et c'est en gros là qui lui a proposé le truc, si tu veux, quoi. Tu vois, donc t'as une espèce de corruption qui est filmée sans être filmée. Extraordinaire. Philippe, il y a une autre scène extraordinaire comme ça, et un autre acteur dont on n'a pas parlé, qui est Maurice Evans, qui joue Hutch. Hutch, I might as well tell you, I'm pregnant. Oh, rubbish. Pregnant women gain weight, they don't lose it. Qui est l'ami de Rosemary. Hutch. This is Roman Castevet. Et quand Hutch, tout d'un coup, se retrouve face à Castevet, à Roman Castevet, et découvre et se rend compte, avec des petits détails, que c'est un suppôt de Satan, t'as vraiment Van Helsing face à Dracula. C'est une scène d'une puissance énorme, je trouve. Et puis il faut voir la façon dont il met en scène, là, justement, cette scène-là, quand Hutch est chez elle, et que t'as tout d'un coup Roman Castevet qui a l'air, tu sais, comme il aurait entendu qu'il y avait quelqu'un qui venait, et il veut reprendre possession de l'espace, et t'as la manière dont il le place au milieu, c'est-à-dire il occupe tout l'espace tout d'un coup, si tu veux. Tu vois, t'as l'impression qu'il domine complètement l'autre, quoi. Et ça, c'est juste avec le placement des acteurs dans le cadre qu'il arrive à faire ressentir ça, tu vois. Ouais, c'est extraordinaire. Non, mais c'est un très très grand film sur l'utilisation de l'espace, sur le placement des acteurs dans le cadre, pour comment tu arrives à faire dire des choses sans rien... Parce que le dialogue est souvent très anodin, tu vois. Enfin, il parle de choses complètement... mais la façon dont je te dis, physiquement, il arrive à faire dire des choses sans les verbaliser, c'est quand même assez impressionnant. Et je te dis, c'est qu'à l'époque, il lisait, je te dis, ce livre qui s'appelait Eye and Brain, d'un neuropsychologue, qui montrait en gros tout ce qui était le subliminal, tout ce que l'œil était capable d'enregistrer, que le cerveau enregistrait sans forcément s'en rendre compte, tu vois. Donc il joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire sur la façon dont certains espaces peuvent... Mais le film est plein de détails. Tu parles d'un livre, il y a un autre livre qu'on voit dans le film qui est Yes, I Can, de Sammy Davis Jr., donc ami de Frank Sinatra et membre du Rat Pack, et aussi sataniste notoire qui étudiait sous Anton LaVey. Ça, j'avais pas remarqué. Une séquence de rêve
est absolument extraordinaire parce que là tout d'un coup on a presque l'impression qu'il invente le clip musical. Il y a un truc qui est très très moderne là-dedans, on dirait apparemment un clip de Rob Zombie ou ces films comme les Lords of Salem ou des trucs comme ça. Il est incroyablement en avance sur son temps, c'est fou quoi. Et quand elle dit This is no dream, this is really happening, c'est terrifiant tout d'un coup parce qu'on se rend compte effectivement qu'elle se rend compte comme une anesthésie ratée. Si tu regardes le roman, c'est assez fidèle, hein. C'est-à-dire il suit vraiment le roman, quoi. Ouais. Alors moi, ce que j'avais pas remarqué je me souviens parce que c'est un film que j'ai vu quand même beaucoup de fois, mais je me souviens que les premières fois où je l'avais vu, et je trouve pas ça, enfin, j'avais pas remarqué qu'il y avait les Kennedy dans le rêve. Bah si, il y a l'officier naval comme dans Eyes Wide Shut. Oui, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait cette actrice qui est une sorte de double de Jackie Kennedy, tu vois, que tu vois descendre. On croirait presque une pub pour la maison hantée de Walt Disney, tu vois, tu la vois descendre dans une robe vapoureuse les marches de l'escalier. Et après, il a vraiment mis, quand tu vois les scènes sur le bateau à l'extérieur, hein, sur le pont du bateau, on voit un personnage qui ressemble à John Kennedy et il a utilisé la voix de John Kennedy à un moment pour une phrase qu'on entend. I wish we weren't bound by these prejudices. But unfortunately... Et ça, moi, j'avais pas du tout reconnu que c'était censé être une allusion au couple des Kennedy. Mais il est... c'est dit dans le roman, par contre, c'est dit elle voit John Kennedy qui lui parle et tout. Tu vois. On n'a pas parlé du look du diable, ce qui est très important quand même si on le voit pas, on le voit. C'est-à-dire que la scène des mains, quand les mains caressent le corps de Rosemary et que tu vois ses mains, c'est épouvantable. C'est-à-dire c'est des grosses écailles noires avec des ongles affreux, enfin je veux dire c'est un look non humain, et ça c'est un truc assez original quand même, et les yeux qu'on voit qui sont tout rouges et injectés, entourés là aussi de noir, c'est une vision du diable déshumanisée. Mais c'est presque comme la vision subliminale de Pazuzu, c'est-à-dire que less is more, moins est plus. Oui, s'il avait choisi d'en montrer trop, effectivement ce serait passé dans le ridicule, ouais. Parce que là, on voit même pas la taille qu'il peut avoir. On imagine qu'il est énorme parce que à un moment, on voit son bras qui recouvre Rosemary. Et c'est tout ce qu'on imagine est bien pire que ce qu'on voit en fait. Exactement. Parce que même ça, là, ça aurait pu être limite ridicule, tu vois, de voir Cassavetes avec des espèces de costumes à écailles, machin. Ça pouvait devenir. Mais j'ai vu une photo d'un type avec un costume à écailles. Donc ils ont tourné ça quand même. Bah, ils ont en fait pris un stand-in, quoi, c'est-à-dire une doublure lumière pour jouer il lui fallait juste un mec extrêmement balèze. Donc ils avaient casté une sorte d'armoire à glace, tu vois, pour jouer le type que Mia Farrow n'avait jamais vu, qu'elle a découvert au moment du tournage de la scène. Comme l'officier naval avec Nicole Kidman. Ouais. Parce qu'elle était quand même complètement nue devant lui, tu vois. Et donc, il y avait quand même, paraît-il, une sorte de gêne au début, mais il paraît que le mec était très professionnel. Mais on a raconté des tas de conneries. On a raconté que ce gars-là était en fait le Anton LaVey, tu vois, qui était le patron de l'église de Satan. Tu parles, ouais. Et on t'explique que Polanski, il te dit que c'est complètement con. C'est un type qu'ils avaient trouvé comme ça, qui était juste sur sa stature, qu'ils avaient casté juste sur sa stature. Philippe, à propos de casting, tu nous as pas parlé du premier rôle de Charles Grodin. I had this friend, Edward Hutchins. Maybe you heard of him. A writer. He wrote stories for boys. Anyway, he was my good friend since I first came to New York. May I keep this? Yes, please. Oui, le célèbre Charles Grodin de Midnight Run. Voilà, il est incroyable quand même. Parce que, alors j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il fait partie du culte, de la secte, ou alors est-ce qu'il pense qu'elle est folle? Il pense qu'elle est folle. Ok, merci. Il admire Ralph Bellamy. Abraham Saperstein. Ah, c'est ça, il admire le docteur Saperstein. Ouais. Il y a un truc dont on ne parle pas, c'est le gros plan très étrange et assez inexplicable de Cassavetes, où il apparaît en très gros plan déformé avec des espèces de champignons sur la figure. Ouais. On a vu ça, une espèce de vérole comme ça sur la figure, il a l'air complètement fou, et ça dure 3 secondes, même pas 2 secondes. Mais c'est quand même bien flippant, et c'est bien Cassavetes, j'ai fait un arrêt sur image pour être incroyable. Sûr, c'est bien lui. Juste quand elle se réveille après, on voit qu'elle a des égratignures sur le dos. Oui, et puis il fait une vanne monstrueuse, Cassavetes, où il dit « Ah oui, c'est un peu comme de la nécrophilie !» Il est terrifiant. C'est vraiment... Ah non, c'est une saleté, Guy. Mais je sais pas ce que ça aurait donné si ça avait été par exemple un Redford qui avait joué ça. Je me demande si c'est finalement pas mieux avec un mec comme Cassavetes. Why are you taking them off? Sleep
Tu vois, est-ce que ça nous intéressant. aurait Mais pas, alors, est-ce que tu penses que c'est pareil pour Nicholson dans Shining? Ça aurait pas été mieux avec John Voight ou un non, mec parce normal? que quand même, je trouve que Cassavetes n'en fait pas des caisses comme Nicholson dans Shining. Nicholson, ça devient drôle presque tellement il en fait des tonnes. Ah, j'adore. Alors que là, même s'il y a un côté comédie noire aussi, surtout avec les voisins, je trouve pas que Cassavetes en fait des tonnes pour faire rire. Well, what is the scariest movie recently that you've seen? I must admit, Or apart from your own scariest. movies, in general, what is the Boy, scariest? it's really hard to scare me. What about Rosemary's Baby? The I Exorcist? was never scared in that movie. No, not scared, but I mean it's... I thought that movie was fascinating, but movies about the devil, that Okay, kind but The Shining is pretty scary, I think. I thought that was a comedy. I'm sorry. That was a comedy. Okay, I forgot who I'm talking to. That's of course right. Okay, let's see I what never else. have laughed so hard in my life at that movie. C'est un peu un artiste raté comme Torrance. C'est des mecs qui sont l'aide du diable. C'est pas des, mais tu vois, l'autre, il joue vraiment, mais comme une sorte de dessin animé, tu vois. Et moi, ça me fait plus peur, du coup. Alors que là, il y a quand même, c'est beaucoup plus virtuose. Look at his hands and his feet. T'as un mélange des genres, un peu, hein. Il y a une satire comme ça des voisins américains. Isn't that beautiful? It came this morning. Ce qui est vraiment important dans le film, c'est la progression dans les couleurs. C'est-à-dire que tu commences dans le orange, blanc, Ouais, machin, et elle incroyable. devient de plus en plus bleue. Et c'est Il y a la du couleur de rose. Marie, un peu. Tu vois, la chemise de nuit, tout ça, ça va vers des images de la Vierge Marie qui est souvent en bleu, tu vois, dans les iconographies religieuses. Et donc, il y a la costumière, hein, qui était la sœur de Richard, la sœur ou la femme, je sais plus, de Richard Silbert, Anthea Silbert. Tu vois. Ouais. C'est elle qui a fait tous les costumes. Et il te dit que sans ces gens-là, sans Bob Evans, sans Silbert, sans Anthea Silbert, sans Sam Austin, il dit le film aurait jamais été ce qu'il est non plus. Hein. Donc il est assez honnête. Il met en avant quand même son équipe, hein, et les acteurs, parce que même là, quand on parle de Ruth Gordon, qui avait vraiment fait une forte impression, faut pas oublier qu'elle a eu l'Oscar, hein, pour le second rôle, pour sa performance, et que c'est le seul Oscar de Rosemary's Baby. Polanski n'a pas été nommé pour la mise en scène. Mia Farrow, qui, moi, je trouve, c'est la plus grosse performance de sa carrière, tu vois. Elle a même pas été nommée comme meilleure actrice, alors pour moi, elle aurait dû gagner, tu vois. What have you done to it? What have you done to its eyes? Parce que c'est une performance iconique de l'histoire du cinéma, si tu veux. Ouais. Elle a jamais fait mieux, je trouve, que même chez Elle est bien Woody dans Alice. Tu te rappelles de Alice de Woody Allen? Pour moi, elle a jamais égalé le niveau qu'on voit ici. C'est-à-dire, elle est complètement impressionnante. La façon dont elle se dégrade, c'est peut-être lié aussi à ce qu'elle vivait avec Sinatra à l'époque, parce qu'il faut quand même expliquer que Sinatra, leur mariage s'est cassé la gueule pendant le tournage de Rosemary's Baby, quoi. C'est-à-dire que au départ, il voulait qu'elle joue dans son film Le Détective, tu vois, et elle était d'accord. Et en fait, le tournage de Rosemary's Baby a pris tellement de retard qu'elle pouvait plus du tout être disponible aux dates de tournage donc lui déjà au départ il voulait pas qu'elle tourne le film, tu vois, il trouvait que c'était un film de merde, il voulait pas qu'elle joue là-dedans, donc elle a quand même voulu y aller. Et après, quand tout d'un coup elle a dit qu'elle pouvait plus jouer dans le détective, ben, il lui a fait apporter les divorce papers sur le plateau, quoi. Et Polanski t'explique que c'est au moment où il tourne la scène finale. Quand elle arrive chez les Castaway et donc l'autre lui avait apporté les papiers du divorce 1 heure avant. Donc elle est dans un état de fébrilité, d'inquiétude et tout ça, et ça a sûrement joué dans cette scène-là pour sa performance. Extraordinaire. Il paraît que Robert Evans l'a prise à part parce qu'elle voulait arrêter le film quand Sinatra a dit qu'il allait divorcer, et lui a dit mais attends, c'est le rôle de ta vie, comme disait Philippe, et tu vas peut-être gagner un Oscar et tout, et c'est pour ça qu'elle est restée dans le film, quoi. Et ce qui est extrêmement aussi, il faut quand même pas oublier que tout a été tourné à Los Angeles, hein. Toutes les scènes de studio sont tournées à Los Angeles. C'est-à-dire, sur le lot de la Paramount. Et ils ont tourné quelques scènes d'extérieur à New York, mais très très peu. Et il te racontait que c'est notamment toutes les scènes où elle est dans la rue, tu sais, quand elle attend Hutch, qu'elle traverse la rue, qu'il y a tous les voitures qui risquent de la renverser, tout ça. En fait, tout ça a été tourné donc forcément à New York. Et il paraît que c'était très pénible parce que c'était au moment où ça a été tourné où, ça? À New York? Les scènes de rue? Oui, ça a été New York. Ouais, parce que ça fait vraiment guérilla cinéma comme dans Macadam Cowboy, tu sais. Oui, parce que il avait pas il l'a lancé comme ça.
c'est pas des voitures de la production, le trafic qu'on voit, c'est vraiment le Incroyable. trafic. Et il l'a suivi comme ça parce qu'il se disait, de toute façon, ils s'arrêteront parce qu'ils verront une femme enceinte. Mais donc tout ça, et ça fait penser un peu au plan de Catherine Deneuve. Il y a une question que je n'avais pas compris. Ce film, il date de 1968, on est d'accord? Et l'action se déroule en 1966 Ouais. dans le film. C'est étrange. Il s'est plusieurs fois cité 1966. Ouais. Parce que dans le Donc, livre, je sais c'est pas 60. pourquoi. Parce que dans le C'est le livre, c'est livre. 66, qui a le côté 666 aussi déjà avant, Ah tu oui. vois, Ah. parce que je Ah crois que ouais. le gamin naît au mois de juin, ou je sais plus, je sais pas, il y a un truc comme ça dans le Et il livre. s'appelle Adrien. Et vous préférez Damien ou Adrien pour le nom de l'antéchrist? Damien, c'est imbattable. Damien, c'est mieux. Je suis d'accord. Et t'as Ouais. ce truc aussi, surtout de la couverture de Time Magazine avec Is Is God God Dead? Dead. Ça, c'est Ouais. 66, je crois. Donc, Incroyable. mais comme le film a été tourné en fait en 67, il est sorti en 68 après, quoi. Donc, Ouais. en fait, l'action est censée se passer en 66 pour un film qui a été tourné en 67. Il faut quand même voir aussi qu'il y a un truc qui est amusant dans le film, quand même, c'est que je trouve que le film a à la fois quelque chose, quand tu le regardes aujourd'hui, bizarrement, je trouve pas tellement daté. Et pourtant, sur Non. plein d'aspects, c'est un film des années 60, si tu veux, quoi. Tu vois, tu sens les inquiétudes des années 60, tu sens Mais très le style, moderne, effectivement. tu Ouais. sens les costumes, tu sens Vidal Sassoon. Il y a Mm. plein de choses vraiment qui font que c'est un film des années 60 et pourtant en même C'est temps vrai. complètement intemporel, quoi. Tu vois, donc c'est À ça propos qui de costumes, dernière question. Qui est ce type en costume blanc à la fin qui arrive et qui est cette espèce d'Hidalgo? Je sais que c'est un Ça doit type être un- qui a mal tourné aussi. Je sais plus s'il a tué quelqu'un ou s'il a été assassiné. Mais Victoria Vetri, vous savez, la fameuse Terry, là, dont parlait Ouais. Philippe, qui est donc l'héroïne du sequel après, là, qui est passée à la télé. En fait, Victoria Vetri, c'est une fille qui a tué son mec, je crois, après, avec un fusil, tu vois, qui est allée en tôle et tout, tu vois, et pendant une dispute, elle a tiré Wow. sur son mec. Donc, il y a eu des tas de gens qui ont eu des destins assez funestes pendant ce tournage, tu vois. Mais Incroyable. voilà, c'est peut-être le hasard, tu vois, aussi. Mais ça a participé à l'espèce de réputation. Il y a eu ça sur L'Exorciste aussi, tu vois, avec. Mais quand un film dure, le tournage dure 1 an, tu vois, tu peux toujours te dire que sur une équipe, il y a plein de gens qui vont perdre des gens de leur famille ou à qui il va arriver des accidents ou des choses comme ça. Donc ça, uniquement parce que le film a ce sujet un petit peu satanique, on se dit, oh là là, c'est peut-être un film maudit et tout ça. Mais le plus troublant là, c'est plutôt ce qui est arrivé avec Manson à 1 an après, tu vois. Parce qu'on a dit au départ que ça avait été à cause de ce film-là, c'est-à-dire que ça avait excité les suppôts de Satan, tu vois, alors que ça n'a absolument rien à voir, quoi. Ce film a une réputation. Moi, je me demande, est-ce que la réputation, enfin, le film est quand même, je trouve, absolument extraordinaire. Moi, tu le revois aujourd'hui, même si tu savais pas que Sharon Tate a été tuée, parce que Sharon Tate n'est pas dans le film, hein, finalement, quoi. Mais même si tu ne savais pas cette histoire du massacre de Cielo Drive, enfin, le film reste incroyablement impressionnant. C'est-à-dire, c'est pas ça qui lui a donné une aura, tu vois, quoi. Non. Philippe et Laurent, dernière question. Est-ce que, Laurent en particulier, est-ce que tu l'as montré à tes enfants? Parce qu'il y a le slow burn des films d'horreur de l'époque. Peut-être que Oui, ça marche pas avec les nouvelles générations. Si, moi, je me souviens, en tout cas, mon fils, je me souviens plus bien, mais ma fille, elle l'avait beaucoup aimé. Mais oui, je pense que pour le public d'aujourd'hui, c'est pas assez scary, tu vois, c'est pas assez. Ouais. C'est comme Psychose ou des films comme ça qui peuvent avoir l'air. Je pense que pour un certain public jeune aujourd'hui, c'est pas un film qui est spécialement effrayant. Ouais. Là, quand on parlait d'Eyes Wide Shut et de Rosemary's Baby, on peut essayer peut-être de dire un mot pourquoi. Bah, c'est-à-dire que dans Rosemary's Baby, c'est l'histoire d'un jeune couple comme ça, dont le mari finalement est corrompu par une société secrète satanique qui veut que sa femme serve de mère porteuse pour un bébé satanique. Et Eyes Wide Shut, quand même, il y a un côté où tu te demandes si Sidney Pollack n'est pas un mec qui finalement utilise Nicole Kidman comme objet sexuel pendant des sex parties, tu vois, où elle est elle-même, sans le savoir, utilisée comme objet sexuel, et que tous ces trucs où elle rêve, machin, sont en fait des résidus d'expériences qu'elle a vécues comme ça. Et tu peux avoir une lecture comme ça. Je pense que c'est peut-être complètement inventé, peut-être que Kubrick a jamais pensé à ça, j'ai un peu du mal à y croire,
Mais on peut penser à ça quand tu vois le film. Et puis, tu as quand même l'utilisation, je te dis, des décors new-yorkais, tu vois, de la parano, de lui qui se sent suivi. Enfin, tu vois, tu as quand même des choses qui tirent un peu. Je suis sûr qu'il a pensé à ça, quoi. Absolument. Don't you worry, little Andy or Jenny. I'll kill them before I let them touch you. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait aux yeux de Philippe? Bien, merci Missy Bodies pour cette descente aux enfers. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast infernal. Et maintenant, préparez-vous pour celui que vous attendez tous. Please allow me to introduce myself, 'cause I'm a man of wealth and taste. Pleased to meet you, hope you get through my name. Philippe. La 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 la.